Ici Marco Dénommé, bienvenue à Saint-Eugène-de-Guigue. Saint-Eugène, quand tu prends la route, la 391, premièrement, c'est un bout de droit d'un bout à l'autre, presque. Et de chaque côté, tu as des grandes étendues de champs et de verdure. Je pense que ça caractérise pas mal Saint-Eugène, puis des grands bâtiments de ferme. Saint-Eugène-de-Guigue, c'est le plus beau village du Témiscamingue. Les autres sont tous deuxièmes. Bienvenue à chez nous. Aujourd'hui, en cette superbe journée ensoleillée, on visite ensemble la municipalité de Saint-Eugène-de-Guigue en compagnie de son maire, Marco Dénommé. Bonjour. Bonjour. Marco, aujourd'hui, ensemble, on va faire le tour des attraits des lieux touristiques, certains en tout cas de Saint-Eugène-de-Guigue. On va aussi visiter une entreprise et rencontrer des gens d'ici. Mais avant, j'aimerais ça qu'on connaisse un peu plus le maire de Saint-Eugène-de-Guigue. Donc, qui est Marco Dénommé? C'est moi. En fait, est-ce que ça fait longtemps que vous demeurez ici, à Saint-Eugène? On a acheté une maison en 2001. Puis depuis ce temps-là, je suis resté à Saint-Eugène. Vous étiez où avant? Oui, je suis originaire de Laval-le-Cher. OK. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous en venir ici à Saint-Eugène-de-Guigue? Bien, étant jeune, j'ai jeunessé un peu à Saint-Eugène, fait que je connaissais le village, puis je trouvais que c'était une belle place, puis que les maisons étaient plus abordables qu'à Laval-le-Cher. OK. Donc, à cause du coût de la vie, finalement. Oui, c'est exactement ça. Quel métier faites-vous dans la vie? Je suis, l'été, je suis technologue forestier pour Roulet Canedlec, puis l'hiver, je suis patrouilleur puis conducteur des neigeuses pour Transport Beaulais. OK. Qu'est-ce que ça fait un technologue forestier? Ben, ça s'occupe. En quoi ça consiste, le travail? On travaille présentement, je suis contremaître pour les travaux sylvicoles des lots privés. OK. On pogne des contrats aussi pour Rex Forêt pour planter des arbres. Puis on fait et tout. Ce printemps, j'ai fait la coupe de récupération. Ben, j'étais contremaître de coupe de récupération. En fin de compte, je suis contremaître de tous les travaux sylvicoles imaginables puis faisables. Est-ce que c'était les études que vous aviez faites? Comment vous en êtes arrivé à ce Oui, travail? j'ai été au CEP pour être technologue OK. forestier pendant 3 ans et demi de temps. Ça fait combien de temps que vous êtes maire ici à Saint-Eugène? Je suis maire depuis 2017, puis avant ça, j'avais fait 2 mandats comme conseiller. OK. Et comment, en fait, qu'est-ce qui vous a amené de conseiller à maire? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Là, pour Bien, au décider fond de moi, ça? je savais que je serais maire. C'est arrivé plus vite que je pensais. Là. Parce que avant d'être maire, c'était Mme Edith Lafont qui était mairesse, puis on savait qu'elle s'en allait, puis on savait qu'il n'y a personne qui voulait être maire. Parce qu'on ne se le cachera pas, dans le domaine municipal, le monde se bouscule pas aux portes pour s'impliquer. Fait que j'avais dit, si personne se présente, moi y aller. Fait que c'est pour ça que je suis rendu là, mais c'était dans mon... Je voulais être maire un jour, là. Puis juste pour mon poste de conseiller, il a fallu que je fasse des téléphones pour inciter du monde à venir sur mon poste, parce que, OK. comme je vous ai dit, ça se bouscule pas en politique municipale. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Pourquoi les gens se bousculent pas? Je sais pas, ils pensent que c'est bien l'implication, ou je ne sais pas, mais pourtant c'est tellement le fun. Tu sais tout ce qui se passe dans ta municipalité. Puis, Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? bon, à part être au courant de ce qui se passe, puis de développer ta municipalité, tu sais ce qui se passe, puis tu t'impliques. C'est très valorisant. Moi, j'adore ça. Puis au niveau des défis, qu'est-ce qui est peut-être plus difficile en tant que maire? Contenter les citoyens. Ah oui? C'est parce que la population est exigeante ou parce que qu'est-ce qui est difficile de contenter les Ben, citoyens? C'est de garder un certain niveau pour équilibrer les dépenses avec les revenus. Parce que oui, on pourrait mettre de l'asphalte en or dans toutes les rues, mais on taxerait le monde, ça n'aurait aucun sens. Fait qu'on essaie de tenir un équilibre entre de quoi de réel, là. Puis on fait des travaux une fois par ici et là, puis d'année après année, ça s'améliore, puis ça coûte pas trop cher. Et au niveau du travail d'équipe, comment ça se passe avec les conseillers dans votre équipe? Nous autres, on a une superbe équipe. Il y en a qui sont dans le conseil avec moi depuis mes débuts, quand j'étais conseiller. Il y en a qui sont encore conseillers. Je vais vous dire, à peu près, à toutes les fois qu'on va en élection, il en rentre un nouveau. Ou une nouvelle. Fait que on a une gang d'anciens qui sont là, fait que c'est pas trop... Ça va assez bien, ce côté-là. Tout changer le conseil, ça doit pas être drôle. J'espère pas vivre ça.
Quelles sont les valeurs que vous prônez le plus dans votre village? Ah, le respect des voisins, puis le savoir-vivre. Là. Tout le monde, avoir du bon voisinage, c'est pas mal ça qu'on vise. Et une question qui tue pour le maire de Saint-Eugène-de-Guigue. Si je m'en vais à Saint-Eugène, c'est-tu correct ou c'est Saint-Eugène-de-Guigue? C'est à Saint-Euch. Saint-Euch, j'en suis encore. OK, donc on s'en va à Saint-Euch. On s'en va à Saint-Euch. Bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va visiter Saint-Euch. Merci beaucoup. Combien de population y a-t-il ici à Saint-Eugène? 451 d'après les chiffres du gouvernement. Et d'après Marco Dénommé? Je pensais qu'on était à 500, mais mon DG me dit 451 hier. OK. Et comment on les appelle, les gens qui demeurent ici? Quel est le gentilé? Des Eugéniens puis des Eugéniennes. OK. Vous les décriveriez comment, les Eugéniens et Eugéniennes? Comme des bons vivants avec du cœur au ventre, puis qui aiment bien aider, puis s'entraider. Pour ce segment historique du village de Saint-Eugène-de-Guigue, en ma compagnie, M. Ulrich Robert. Bonjour, M. Robert. Bonjour. M. Robert, est-ce que vous êtes né ici à Saint-Eugène? Oui, je suis venu ici à Saint-Eugène, puis j'ai toujours demeuré à Saint-Eugène. J'ai toujours demeuré à Saint-Eugène, puis ma femme, Rachel Bergeron, a toujours demeuré à Saint-Eugène aussi. Puis ça va faire 65 ans, le 6 juillet, qu'on est mariés, puis Wow. on s'accorde encore. Qu'est-ce que vous aimez de Saint-Eugène? Tout parce que moi, j'ai entraîné beaucoup les jeunes, puis j'ai été à peu près dans tout, n'importe quoi. Là. Puis Saint-Eugène, pour moi, je disais tout le temps aux jeunes, tu ne joues pas pour toi, tu joues pour ta paroisse. Et là, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler un peu de l'histoire de Saint-Eugène. En quelle année ça a été fondé? En 1894, mon grand-père, Robert, avec 3 autres personnes, sont venus louer, prendre un billet de location à Ville-Marie, là. Puis se sont venus ici, à Saint-Eugène, puis il fallait qu'ils fassent 5 à 10 acres de terre pour avoir le droit d'avoir un lot à eux autres, OK. pour qu'ils deviennent une propriété. Fait qu'en 1898, il est allé chercher sa femme qui avait 3 enfants, là, puis il l'a ramené ici. Puis là, il y avait assez grande terre pour pouvoir avoir la terre à son nom. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est la famille Robert qui a commencé, qui a débuté Oui, Saint-Eugène? avec la famille Robert puis la famille Bellil. OK. Puis après ça, qui a traversé la rivière, les premiers, c'est les Poitrons. Puis ça a commencé comment? Vous dites qu'il y a eu défrichage de C'est terre? un défrichage de c'est ça? terre parce que ça prenait 10 acres, 15 acres, puis 20 acres pour tâcher de vivre là-dessus. Puis là, bien, ça grandissait, puis ça a le fait que... Puis il y en a... Là, on a eu, là, après que les terres ont été développées pas mal, bien, le monde a commencé à arriver plus. C'est là qu'en 1909, ils ont décidé de faire une chapelle. OK. Ils ont fait une chapelle à Saint-Eugène, ici, qui a passé au feu, si ma mémoire est bonne, c'était en 17, quelque chose comme ça, qui a passé au feu. Là, on avance dans le temps. Là, ils ont bâti l'autre église qui a passé au feu il y a quelques années. Là. Ouais. Bon, mais disons, mais puis dans les catastrophes qu'on parlait tout à l'heure, on avait un gros magasin général qui était à place dans le coin, là, en face de la Caisse populaire. Ça appartenait à M. Poitras, ça. Puis ça a tout passé au feu, ça. Fait que ça allait emmener qu'on n'avait plus de magasin. Le pont n'était pas comme ça, c'est un pont couvert qu'il y avait là. Puis juste à droite, il y avait un moulin à vent, là. Puis c'est ça qui fournissait l'eau à la fromagerie qui était à l'autre côté. La fromagerie qui appartenait à M. Lepage. OK. Qu'est-ce qui est arrivé de cette fromagerie-là? Bien, ça a fini par virer à faire une beurrée pour le lait, là. OK. Mais ça, c'était pour le fromage au début. Puis le monde emmenait le lait dans des gros canisses hautes de même, là, avec des poignées bord, ouais. avant d'emmener les petites canisses. Puis, puis c'était M. Lepage qui faisait ça. Puis l'eau qui donnait de l'eau au village, c'était un moulin à vent.
Puis ça, à un moment donné, le conseil municipal avait ordonné à M. le maire d'aller acheter pour la municipalité l'aqueduc. Mais en cours de chemin, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a su plus tard. Il l'a acheté pour lui. fait que là, ça a tombé sur une privée. Ça l'a occasionné que, après ça, on a reçu une lettre, nous autres, le conseil municipal, comme de quoi que l'eau était confisquée, là, parce qu'à un moment donné, le moulin à verre n'était plus là, tu sais, puis c'était rendu que ça prenne la l'eau dans... ce que c'est qu'il y avait le barrage, là, ce que c'est M. Fournier faisait son scie à son bois, mais là, l'eau n'était pas potable. Fait que le gouvernement a dit, vous autres, vous prenez ça en main, là. Mais prendre ça en main, quand c'est, mettons qu'on a eu la municipalité, on l'a eu en main dans ce temps-là, on a eu une subvention de 80-90 %. Mais à cause que c'était un privé, on a tombé à 38-40. Fait que le restant, il a fallu le payer. C'est un gros dossier, j'en comprends, pour l'eau ici à Saint-Eugène. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça que vous auriez à nous raconter? On avait... là, il fallait faire le chemin du lac. OK. Parce qu'on avait une demande de faire le chemin du lac. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient aller au lac. À un moment donné, quand on a décidé de faire le chemin du lac, bien, il fallait rencontrer les gars du gouvernement pour avoir des subventions. Fait qu'heureusement, on a réussi à faire le chemin du lac pour aller virer jusqu'au Petit Paradis. La plus belle passe là, que je trouve, moi, c'est quand on a fait le petit pont. Le petit pont qui part pour aller la dame, là, parce qu'il y a la dame, là. Moi, j'étais toujours en discussion avec le député, puis dans ce temps-là, c'était le député de Camersby, Jean-Guy Larivière. Puis moi, j'avais invité chez nous parce que, je dis, on se connaît pas, puis c'est bon, rien ça. Il faut qu'on se connaisse. Quand tu t'appelles, qu'on sache qui qu'on parle. Fait qu'on s'était rencontrés, puis... Fait que là, on avait changé de conseil. Puis là, il m'appelle, il dit, le 5 000 $ que j'ai promis pour faire le petit pont, il dit, les gens ne veulent pas le mettre là. Moi, je peux pas. Il dit, on va aller voir ça. Fait qu'il était avec la divisionnaire de la voirie. Fait qu'on est allé voir ça, puis on s'est mis à regarder ça, où est-ce qu'on pouvait construire, puis tout le kit. Puis... Fait qu'il dit, fait que là, moi, je dis, à M. Gauthier du ministère des Transports, j'ai dit, bâtissez-le, vous autres. OK. Bâtissez-le. Ils ont bâti jamais ça pour 5 000 $. Puis j'ai dit, c'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute, mais ici. Fait que là, regarde les députés, ils ont fait quoi? Ben, il dit, moi, je ne mettrai pas de l'argent, il dit, ce qu'ils veulent aller, là. Ben, il dit, puis le pont, on n'en fera pas. Puis d'un coup, il nous donne une tape sur les épaules, puis il dit, on va s'arranger. Il dit, on va faire le pont. OK. Le ministère des Transports, il dit, non. J'ai dit, c'est sûr, vous autres, avec vos longues vues, là, ça va coûter ça rien pour le regarder. Fait qu'on s'est ri un peu. Mais là, ils ont bâti le pont. Mais ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on est intelligent, là, ça a été fait parce que ça a été fait. Le gouvernement, au bout de 5-6 ans, a décidé de prendre tous les ponts qui avaient été faits par le gouvernement. Fait qu'il a pris notre petit pont. Fait que là, à peu près 5 ans, ils sont venus, puis on ôté le vieux pont pourri, puis on met un beau pont flamand, là, ça n'a pas coûté une scène à part. Pas parce qu'on est intelligent, parce que le gouvernement a décidé de prendre les ponts. Mais disons qu'on était content de ça parce qu'on trouvait qu'on avait fait une bonne shot. Quand on a parlé des églises, tout à l'heure, on va parler du curé Joubinville, là. Le curé Joubinville, lui, ici, là, l'école qu'on a ici, là, on a une école ici, là, bien, l'école qu'on a en haut, là, ça, c'était complètement une grande étape qui appartenait au curé Joubinville. OK. Puis lui, il y avait des animaux là-dedans, puis il aidait aux cultivateurs. Puis il ne peut pas rien que c'est écrit là-dedans, le curé en salopette, là. Parce qu'il travaillait avec les cultivateurs. Puis à un moment donné, une terre était vendue, à cause que le gars ne payait pas ses taxes. Il l'achetait. Il l'achetait, puis il l'offrait à un autre cultivateur. Pour pas que le Saint-Jean se défasse.
OK. Pour Fait pas que la paroisse... le curé Jobainville a été vraiment un élément important pour la création pour Pour Saint-Eugène? tout. Pour OK. tout. Pour tout. Pour tout. Puis il était tellement... Pour quelqu'un qui l'a connu comme nous autres, il arrêtait parce qu'il y avait une ferme, puis il arrêtait chez nous. Puis il arrêtait chez nous, puis il disait, Catherine, fais-moi à souper, puis dépêche-toi, parce qu'il n'y a pas de lumière sur mon truck. Puis C'est un bon vivant aussi. on l'a connu comme il faut, là, tu sais. Ouais. Puis c'est un gars qui il voulait aider tout le monde. C'est sûr qu'il était au public, il n'a pas été aimé par tout le monde. Mais il y a des gens qui, après tu sais l'histoire, tu te dis, ce gars-là, il a fait beaucoup de choses, tu sais. Est-ce qu'il y en a eu d'autres personnages importants comme ça pour Saint-Eugène? Moi, je dis que tout le monde est important. Surtout quand il est venu le temps de bâtir le presbytère qu'on a là. On était mariés, puis on est allé rencontrer Monseigneur pour bâtir le presbytère. Puis il voulait qu'on bâtisse un apprenti après l'église. Alors, tu nous connais, les gens qui avaient été là. On a dit, si ça vous fait rien, Monseigneur, on va bâtir une maison. Puis on n'appelle pas ça un presbytère. On va offrir au curé à rester dedans. Il dit, vous savez, il dit que vous êtes sur le terrain de la fabrique. J'ai dit, ouais, depuis quand vous l'avez payé? On savait qu'on n'était pas correct. Mais c'était ça pareil, là. Fait que finalement, il est venu nous rencontrer, puis on a bâti un presbytère, comme vous voyez. Puis, on a quelqu'un dedans aujourd'hui, puis il n'a pas posé au feu. Puis après ça, ben, le parc du curé Jobainville, en bas, là, c'est tellement beau, ça, là, que le monde municipal travaille dedans, là, des personnes municipales. Le parc qui descend vers le petit pont, ouais, la petit pont, descente, ouais. OK? Après ça, ben, il y avait la base plein air qui ont fait le petit pont anciennement pour représenter le petit pont. Après ça, ben, on a eu quand il était parti le petit paradis, là. Tu sais, ça a rené ça, puis ça a rené plusieurs années. Là, il y a quelqu'un qui a racheté ça, puis le terrain de camping qu'il y a là, ça roule, ça. Mais à Saint-Eugène, là, faut pas dire que le monde est sur le break, parce que pour que la gang qui font marcher le petit paradis, qui font marcher le terrain de camping, ils ont bâti l'église à force de bras, puis sans faire argent à personne. Puis une autre affaire. C'est du monde qui se tienne puis qui veulent que ça avance. J'aimerais ça qu'on en parle justement de cette église-là qui, il y a quelques années, a passé au feu pour une deuxième fois, on l'a mentionné. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment les habitants d'ici se sont rassemblés et ont décidé de bâtir encore une fois une autre église. Comme tout le monde sait que les églises sont pas pleines, là. Fait que quand il vient le temps de demander ça à Monseigneur, là, l'évêché retire 500 000, mettons, dans ses poches, là. Tandis que là, si tu bâtis une église, il est fait, là. Puis il sait qu'il n'y a pas de monde dedans, là. Fait que vous pensez qu'ils sont pour? Non. Puis en parlant avec des curés que je connaissais, ils étaient contre. Fait que qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Ils ont fait une grosse assemblée à la salle paroissiale. Puis Monseigneur y était avec. Puis tout le monde... Puis il y avait beaucoup de monde, puis le monde voulait bâtir. Puis tout le monde disait, on va aider. C'est sûr qu'on en avait dans la gang qui voulaient bâtir à contrat. Puis tout, mais on dit, ça va finir quand? Tandis que bâtir comme ça, ils ont fait sortir des soumissions. Moi, je n'étais plus là-dedans, là, heureusement. Il y avait assez dans d'autres choses. Là, c'est que ils ont fait sortir des soumissions, 3 soumissions, puis celle qui était pour eux autres, qui pendaient que ça allait marcher, ils ont pris celui-là, puis c'est le même que ça s'est construit, avec de l'aide de tout le monde. Du bénévolat. Tous les habitants ont participé à ça. Puis je dirais, le gros de la fête, c'est les marguilliers qu'il y avait là. Tu prends un gars comme Neil Lafont, mettons, on nomme Neil Lafont parce que c'est un gars qui a poussé beaucoup pour que, puis Luc Boucher, puis d'autres, là, que je n'aimais pas toutes, parce que, qui ont poussé beaucoup, puis Lucien Barrette, pour tâcher de... faut que ça marche, là. Puis il était capable de ramasser du monde. Parce que moi, je me rappelle d'avoir vu Neil Lafont avec un autre, là. Il mouillait à Sio, là, puis il venait à bout de partir ça, puis personne n'y allait, là. À un moment donné, c'est parti quelque chose, là. Quand tu sais qu'il n'y aura pas de monde dedans, c'est dur.
Qu'est-ce que vous souhaitez à Saint-Eugène pour les 100 prochaines années? Moi, je souhaite qu'il continue à avoir une harmonie comme il y a là, pour que le monde se tienne. Parce que quand tu es à peu près 500 dans une paroisse, puis pas se déchirer, puis... Et Saint-Eugène de Guigues, l'origine de ce nom-là, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui. Premièrement, Saint-Bruno de Guigues. Saint-Bruno de Guigues, le canton Guigues, si tu veux. OK. Fait que ça s'appelait le canton Guigues, là. Puis à un moment donné, en 1911, quand ils ont formé la paroisse de Saint-Eugène, le Monseigneur Eugène Bruno, en tout cas, il s'appelait Eugène, puis ça s'est appelé Saint-Eugène. OK. Puis après ça, ben, quand que là, on est devenu une paroisse. Avant ça, on était comme une colonie, là. Là, on est venu une paroisse Parce que Saint-Eugène de Guigues, c'est le nom de de quelqu'un. Monseigneur. Monseigneur Eugène. Puis le Guigues vient du fait qu'il y Guigues, avait Saint-Bruno de Guigues Saint-Bruno de aussi, puis ça Guigues, s'est puis- séparé. Ça s'est séparé. OK. Fait que c'est de même que Guigues et Saint-Eugène sont séparés par rapport que nous autres, on est tombés en paroisse au lieu d'être en colonisation. OK. Est-ce que vous avez, en terminant, M. Robert, quelque chose de joyeux et positif qui est arrivé dans l'histoire de Saint-Eugène? On a eu tellement de plaisir avec le monde, puis quand on a parti l'âge d'or, puis que ça fonctionne encore, puis c'est des événements qui roulent encore, puis comme quand les sports, puis dans n'importe quoi, c'est des événements heureux avec le monde. Ça rassemblait le monde, puis le monde était content, puis nous autres avec, tu sais, puis on représentait, on représentait partout, puis on a eu bien d'agréments. Moi, je dis, il y a bien quelque chose qui est plus important que ce que je dis là, mais pour être heureux, on est heureux, puis on l'est encore. Parce qu'on est content, on est capable de vivre parmi cette abondance de monde-là. On existe, on ne vit pas. Tu sais, on va pas y vivre. On est là. Quand Télé Témis m'a demandé de trouver une personne impliquée dans le village, j'étais pas mal embêté parce que plusieurs noms me venaient à l'idée, car à Saint-Eugène, le monde s'implique pas mal. Fait que j'ai décidé de prendre M. Lionel Pépin pour ses implications passées et ses implications présentes. M. Pépin, est-ce que vous avez grandi ici, à Saint-Eugène? Oui, j'ai grandi à Saint-Eugène. Je suis venu au monde ici. Et puis, c'est tout. J'ai été élevé ici. On allait à l'école Durand. Ça s'appelait Tour-Laurent 7, le secteur jusqu'on habitait. Est-ce que c'était sur une ferme? Si vous Oui, mon étiez père dans- avait une ferme. OK. Ouais, mon grand-père avait arrivé ici en 1909. Puis il avait pris la terre sur la ferme, dans le Lancette. Puis ensuite, mon père a pris ça. Puis, en 1958, mon père est décédé. Puis à ce moment-là, c'est moi qui ai pris la relève. Quelle sorte de ferme vous aviez? Une production laitière. Vous avez des bons souvenirs de cette époque-là? Oui, oui, j'ai des bons souvenirs. Puis encore, à l'occasion, on va faire un tour, prendre une marche ou aller faire un tour pour aller visiter. Ça arrive encore. Y a-t-il des choses qui vous manquent de cette époque sur la ferme? Bien, il y a des... Disons qu'il y a des choses, des travaux que j'aimerais faire encore. Des travaux plus avec la machinerie, si on peut dire, Ouais. parce que les capacités sont moins là. Mhm. Mais j'aurais aimé faire ça encore, faire les semences et puis la récolte des céréales, des choses comme ça. J'aurais aimé continuer à faire ça. Est-ce que avec les années, vous vous êtes mariés? Vous avez eu des enfants? Oui, on s'est mariés en 1965. On a eu 2 garçons. OK. Oui, le plus vieux maintenant, il travaille, il était dans l'armée un certain temps, puis ensuite il a commencé à travailler au gouvernement fédéral. Depuis ce temps-là, il est au gouvernement fédéral. Le deuxième, il reste avec moi OK. parce que
J'ai eu un petit peu de complications parce qu'il y a eu un accident de moto. Il s'est fait lutter par une motocyclette OK. alors qu'il était en bicycle, il avait 5 ans. Puis là, il est resté avec... il était un peu retardé, on peut dire. Comme il a commencé à l'école, et puis il ne pouvait pas suivre les autres. Et puis ça l'a retardé dans tout son cheminement scolaire. Et puis, rendu à un certain âge, il est resté avec moi pour travailler sur la ferme. Puis là, ça allait bien. Puis jusqu'à temps qu'il travaillait sur la ferme, puis à un moment donné, quand il a été assez âgé, j'ai payé un salaire comme si c'était un employé. Et puis quand j'ai vendu la ferme, ben, après ça, lui, il s'est inscrit à des cours de rattrapage, on peut dire. Il a suivi des cours de jour, puis il a appris à lire, puis à écrire, puis passer son permis de conduire. Wow. Aujourd'hui, il fonctionne bien. Ça va très bien. Puis il a travaillé plusieurs années aux ateliers Camille, fait du ménage à l'hydro, aux centrales d'hydro à Notre-Dame-du-Nord, puis à Guigue. Je vous écoute et je la sens, l'émotion de fierté que vous Ouais. avez en vous envers vos deux garçons, Ouais. celui-là peut-être particulièrement aussi. C'est beau à voir. Ce que je regrette le plus, puis je ne peux pas y faire rien, on n'a pas de petits-enfants. Aujourd'hui, surtout ces années-ci, à mesure que je vieillis, là, j'aurais aimé ça avoir des petits-enfants. Malheureusement, ça n'a pas arrivé, puis ça fait partie de la vie. Mhm. Et si on parlait justement de votre vie ici à Saint-Eugène, qu'est-ce que vous aimez de Saint-Eugène-de-Guy? J'aime, comment dire, de rencontrer le monde, puis tout le monde se connaît. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu moins, là, il y en a quelques-uns nouveaux. Mais anciennement, tout le monde se connaissait. On savait partout, à chaque maison, c'est qui restait là. Puis on connaissait tous les membres de la famille. Ça, j'ai aimé ça énormément. Et puis l'ambiance qu'il y avait. C'est sûr qu'il y avait entre jeunes, on avait des petits conflits comme on avait une équipe de baseball dans notre rang chez nous, une équipe de baseball, une équipe de hockey. On a joué contre les jeunes du village. Fait que là, à l'occasion, ça a causé des petits conflits, mais rien d'important. C'était vraiment... aujourd'hui, je rencontre ces gens-là qui ont vieilli. Ça fait plaisir de raconter, de parler de l'ancien temps. Malgré tout ce que vous me racontez, toutes les choses que vous avez vécues, vous avez trouvé le temps dans votre vie d'avoir beaucoup d'implications. Et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce que Monsieur le maire vous a désigné comme personnalité pour cette émission de Chez nous. Racontez-nous un peu quelles ont été vos implications dans le passé. Bien, les implications, à un moment donné, il y a quelqu'un qui... Moi, je n'y avais pas pensé réellement, mais il y a quelqu'un qui m'a offert de prendre un poste de conseiller, donc un conseil municipal. Alors, c'était en 1982, j'ai accepté à ce moment-là. Et puis, d'une élection à l'autre, ben, j'ai toujours continué à m'impliquer j'ai été conseiller jusqu'en 2005. À part le conseil municipal, ça vous a amené aussi dans un comité au niveau de la beauté de L'embellissement, l'embellissement? oui. À un moment donné, il y a eu, on s'est occupé de l'embellissement. Il y avait un concours Ville et Villages fleuris au Québec. Et puis on s'est formé un comité. On a commencé à travailler là-dessus. Puis encourager chacun à améliorer chez eux. Puis dans le village aussi, au niveau de la municipalité. Et puis on faisait un concours local des plus belles maisons. Et puis ça l'impliquait aussi des activités dans l'année. On faisait un bingo. On faisait à la remise des prix à l'automne, les plus belles maisons, les plus belles aménagements. On faisait une remise des prix, puis à ce moment-là, on faisait un bingo. Puis on faisait tirer des prix. Les prix, c'était des arbustes ou des planches larges, des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu d'autres implications? Bien, je me suis impliqué au niveau des lots intramunicipaux. Quand le gouvernement, le ministère des Terres et Forêts a remis l'administration des lots intramunicipaux aux municipalités, j'ai fait partie du comité. J'étais représentant de la municipalité sur le comité.
Et puis ça a fonctionné plusieurs années. À ce moment-là, on faisait faire des travaux de récupération de bois, du bûchage, là, puis faire des chemins. Puis on a fait un peu de plantation, puis du débroussaillage. Je regarde vos implications. Ça prend quand même un système D, comme on appelle un système de débrouillardise, pour faire tout ce type Oui, de c'est bénévolat. C'est sûr que on fonctionne avec les connaissances qu'on a. Oui. Et puis, c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Là. Il y a des fois, hein, j'ai fait des erreurs, puis, mais ça fait partie des métiers. Et comment votre famille réagissait quand elle vous voyait vous impliquer comme ça? Ben, disons que les enfants m'ont toujours supporté, ma femme aussi, parce que les enfants, les travaux sur la ferme, il y a des fois j'étais absent, mais les enfants étaient bons pour prendre la relève sur la ferme. Et puis au niveau de l'embellissement, ben, mon épouse m'a donné un bon coup de main, puis elle faisait sa part, comme on dit là. Ouais. Et pourquoi vous avez décidé de faire toutes ces implications-là? Ben, disons que c'est parce que j'étais attaché à ma paroisse. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs que vous gardez de ces implications-là? Après que j'ai été rendu au village et vendu à la ferme, je me suis impliqué bénévolement dans la municipalité, dans le village. J'ai fait des travaux communautaires, comme on dit, puis lors du centième de Saint-Eugène, en 2011, il y avait des travaux. On a fait un parc à l'extérieur, près du centre récréatif. Là, il y a un parc du centenaire qui s'appelle. Et puis, il y avait beaucoup de travaux à faire là. J'en ai fait, entre autres, le pavillon qu'il y a là. Le pavillon, c'est moi qui, avec de l'aide, là, c'est moi qui l'ai fait. Ils m'ont apporté une photo du pavillon, puis je l'ai bâti comme ça. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi depuis ce temps-là? Parce que vous travaillez le bois. Oui, aussitôt que j'arrivé ici, il y avait l'atelier de menuiserie au sous-sol de l'église qui a brûlé. Là. Il y avait l'atelier de menuiserie avec à peu près toutes les machines qu'on a besoin pour faire la menuiserie. Alors j'ai commencé là. Ensuite de ça, ben, ça prenait quelqu'un de responsable pour s'occuper de ça. J'avais pris la responsabilité de voir les machines dessus. Ça prend de l'entretien, puis il y a des choses à acheter, à renouveler, puis à acheter. Je me suis pas occupé de ça pendant plusieurs années, jusqu'à temps que l'église brûle. Puis quand l'église a brûlé, bien, à ce moment-là, ceux qui s'occupaient de l'administration de la fabrique, là, ils se demandaient s'ils devaient faire l'atelier, rebâtir l'atelier. Et puis, je me suis impliqué là aussi. Moi, je voulais bien que ça continue. Puis quand ils ont fait les relevés financières, voici la partie arrière, où ce qui est l'atelier aujourd'hui, ça coûtait plus cher d'enlever ça, puis de mener ça en récupération, que de refaire l'aménagement de l'atelier. Alors, ils ont décidé, puis moi, je poussais fort là-dessus, ils ont décidé de rebâtir l'atelier. Aujourd'hui, on a un bel atelier qui est grand, puis qui a de l'espace, qui est haut, puis c'est utile à tout le monde. Est-ce que vous vous impliquez encore aujourd'hui dans cet atelier? Bien, j'y vais personnellement, là. J'ai plus la capacité à cause de mes jambes, j'ai plus la capacité. Ben, j'ai donné des cours de menuiserie pendant une dizaine, 10-12 ans. Wow. Je donnais des cours de menuiserie, ceux qui voulaient suivre des cours, là. C'était l'éducation populaire qui parrainait ça. Maintenant, ben, j'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre, là. En tout cas, M. Pépin, on vous écoute, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. On comprend pourquoi M. le maire vous a choisi. Vous en avez fait du bénévolat dans ces années. On vous félicite pour tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous décrire où est-ce qu'on se trouve présentement? Oui, on se trouve présentement dans le belvédère au lac Cameron. Comme vous pouvez voir, le magnifique lac en arrière de moi. Et vous avez choisi ce lieu pour présenter aujourd'hui dans le cadre de Chez nous. Pourquoi vous avez choisi ce lieu particulièrement? Parce que je trouve que
c'est approprié vu qu'on voit le secret le mieux gardé de Saint-Eugène, le lac Cameron. Puis en haut du belvédère, ben, on peut tout voir le splendide paysage. Donc, dans le fond, c'est un peu l'activité qu'on propose ici, c'est la vue que l'on a sur le lac Cameron. Il faut penser aussi qu'il y a quelques marches à monter. Est-ce que vous les avez comptées? Non, je ne les ai pas comptés, mais je sais qu'il y en a qui viennent s'entraîner, puis monte-descend pour se pratiquer à se mettre en forme. Fait que je sais que ça sert, en plus d'être un lieu touristique, ça sert à faire de l'exercice. Donc, pour prendre des photos, une journée magnifique comme on a aujourd'hui, Ouais, il faut passer ouais. à la bouteille d'eau aussi, laissez-moi Oui, vous le dire. oui. Est-ce que Saint-Eugène-de-Guigue, c'est une destination touristique? Oui, parce qu'à part le belvédère qu'on a ici, il y a les magnifiques sentiers de Récréo des 15 qui sont le long de la rivière des Outaouais. Puis si j'aurais un sentier à vous privilégier, c'est celui de la Tour, car j'ai été personnellement chercher la Tour à feu située au lac Serre, pour ceux qui connaissent le coin de la ZEC Kipawa, mais le lac Serre, il est dans Restigo. Puis je suis revenu la monter à Saint-Eustache. Fait que si vous voulez voir de quoi ça a l'air une tour anciennement de garde-feu, je vous conseille le sentier de la Tour. Et comment on accède à ces sentiers ici à Saint-Eugène? Vous traversez le village de Saint-Eugène, vous prenez direction vers Andelier, vous faites à peu près 2-3 km et vous prenez le chemin du pouvoir. Ça va être à votre gauche. Puis à partir du chemin du pouvoir, vous continuez. Il y a des indications tout le long du chemin pour vous indiquer les sentiers que vous voulez aller. Il y en a 5-6 sentiers, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres attraits touristiques ici à Saint-Eugène? Oui, on pourrait mettre le camping Saint-Eugène comme attrait touristique parce qu'il y a un mini-pot. Puis ça, je pense que c'est le secret le mieux gardé de Saint-Eugène au Témiscamingue. C'est un mini-pot à Saint-Eugène. Et comment on y accède à ce camping? Où est-ce qu'il est situé? Il est situé au bord du magnifique lac Cameron. On prend le chemin juste avant le pont, avant Saint-Eugène. On prend le chemin qu'il y a là, à droite, puis on continue jusqu'au bout. On va arriver au camping. Est-ce que la municipalité de Saint-Eugène gère elle-même certains de ces attraits-là? Oui, le camping, c'est privé, mais le belvédère où on est, c'est géré par la municipalité. Puis il y a les sentiers de Récréo des 15, on est 3 municipalités qui les gèrent ensemble. Comment est-ce que vous, en tant que maire de Saint-Eugène-de-Guigue, vous voyez l'avenir du tourisme au Témiscamingue? Bien, le tourisme au Témiscamingue, ça s'en va de mieux en mieux. En plus qu'on a des subventions du gouvernement qui nous permettent d'engager du monde à MRC qui vont axer sur le tourisme. J'aimerais en savoir plus sur quel est le moteur économique pour Saint-Eugène. Bien, le moteur économique de Saint-Eugène est sans contredit l'agriculture. On a des grosses fermes laitières, on a des fermes bovines, on a une bergerie, on a une porcherie, puis en plus, on fait de la culture de pommes de terre. Est-ce que ça a changé avec les années ou ça a toujours pas mal été ça, le moteur économique, l'agriculture? Ça a toujours été l'agriculture, sauf que là, les fermes ils ont grossi, puis les petites ils ont disparu. Ce qui est malheureux, mais c'est partout pareil au Témiscamingue. Les fermes disparaissent, puis les autres grossissent. Et quels sont les plus grands employeurs ici à Saint-Eustache? Est-ce que ce sont ces grosses fermes-là, justement? D'après moi, le plus gros employeur, ça doit être la porcherie et les producteurs de pommes de terre. Est-ce que vous savez s'il y a de la relève pour les entreprises d'ici? D'après moi, il y en a, parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont impliqués avec leurs parents dans les fermes laitières. Puis je sais que les pommes de terre uniques, ces enfants sont très impliqués. D'après moi, oui, la relève de certaines est assurée. Et est-ce qu'il y a de la place pour les nouvelles entreprises à Saint-Eugène-de-Guigue? On est ouvert à toutes les entreprises. Il faut juste avoir un investisseur, puis oui, il y a de la place. Et là, pour ce segment de notre émission, on vous a demandé de choisir un organisme ou une entreprise. Vous avez choisi la Coop Saint-Eustache. Pourquoi vous avez choisi de nous présenter particulièrement cette entreprise-là, cet organisme-là? Parce que la Coop Saint-Eustache, c'est composé de membres et c'est situé dans le village. Puis c'est un dépanneur-restaurant. Puis ça prend ça d'un village. C'est comme l'âme du village, un dépanneur. Le monde, c'est rassembleur. Le monde, ils viennent le matin pour boire du café puis faire du blablabla. Puis ça prend ça d'un village. Les villages qui n'ont pas, c'est malheureux pour eux autres, mais ça n'a pas de vie, me semble. Ça prend ça pour... Ça fait bouger le village, puis... Surtout quand on est situé entre des villages de 10 à 15 km des plus proches, fait que quand il te manque une canne de bine pour déjeuner, tu aimes ça avoir un dépanneur dans ton village. Est-ce que vous pourriez d'abord me décrire
Qu'est-ce que c'est la coop Saint-Eustache? La coop Saint-Eustache, c'est un dépanneur-restaurant. On a parti ça parce qu'on n'avait plus de dépanneur, on n'avait plus rien à Saint-Eugène. Puis là, on s'est mis un groupe, on a formé une coop, puis le monde s'est impliqué. Combien d'employés avez-vous ici? On a toujours 2 cuisinières, à part de beaucoup de bénévoles. Il faut marcher avec beaucoup de bénévoles. Sinon, mais on est dans une petite paroisse, hein, puis on est géré par des grosses entreprises de Montréal. Donc, c'est pas facile à gérer. Si on n'a pas de bénévoles, on ne survivra pas probablement. C'est ça que j'aime. Ici, on a beaucoup de bénévoles, puis c'est merveilleux. On a eu beaucoup d'étudiants qui sont venus donner du bénévole, des jeunes. Okay? C'est le fun de les embarquer parce que on dit tôt, les gens ne veulent pas faire de bénévole, mais c'est surprenant qu'on a eu beaucoup ici à Saint-Eugène cet été. C'est ça qui nous tient en vie beaucoup. Puis, moi, je trouve ça merveilleux. Je lui dis un gros merci parce que sinon, on aurait plus de misère que ça. Donc, il y a beaucoup de bénévoles, quelques employés. Et au niveau, comment ça fonctionne une coop? Qui est propriétaire ou comme techniquement, là, comment ça fonctionne? Il n'y a pas de propriétaire officiel. C'est tous les membres, dans le fond, c'est tous les membres de la coop qui ont payé une part. Ouais. Donc, C'est parce annuellement, ça prend 150 membres par année pour survivre la coop, mettons, pour qu'elle ait son statut de coop. OK. OK? Fait que tu payes 100 pièces par année. Pas par année, 100 pièces une fois. À vie. une fois à vie. OK. Fait que faut que tu aies ton statut 150 membres par année pour rester coop. Puis ça, mais là, on le dépasse parce que là, depuis quelques années, le monde, il voit que ça marche, il voit que ça marche, puis là, ça l'embarque. Puis là, 100 pièces à vie, c'est pas annuel, là, c'est là. Au niveau des membres, il y a des gens de Saint-Eugène, il y a des gens aussi de l'extérieur de Saint-Eugène-de-Guigue. Oui. Est-ce qu'on peut encore devenir membre? Ben oui, c'est ouvert, Toujours. ça, tant qu'on va être ouvert. Comment Tout le on monde fait? peut embarquer n'importe quand. On a une inscription ici, on a des feuilles à remplir, il y a des... Sandy peut embarquer là-dedans pour les... Bien, dans le fond, on a un formulaire à remplir ouais, pour les parts. On peut être membre individuel, membre familial ou membre entreprise. entreprises. Donc, ils ont juste à nous contacter ici à la coop ou passer, dire « Moi, j'aimerais ça remplir un formulaire pour devenir membre de la coop. » Pourquoi vous pensez que c'est important, la coop Saint-Eustache pour Saint-Eugène? Quand que le monde veut acheter une maison à Saint-Eugène, la première question, je pense, c'est quoi vos services que vous avez? Ça veut dire. Fait que je pense que c'était pas mal important. Puis on l'a vécu parce qu'on a perdu notre dépanneur un an, quelques... Puis c'est pas drôle. Ça veut dire, c'est pas facile. Fait que là, le monde, là, il oublie pas ça, là. Puis je pense que c'est important pour une paroisse que tu aies des services de même parce que c'est incroyable. Tu peux vendre des terrains plus quand tu as des services. Si tu achètes une maison et que tu n'as pas de service, pas de restaurant, tu n'as pas ci. On a assez qu'on a de la misère avec des tanks à gaz. Sans avoir de la misère, c'est sans avoir rien, pas en tout. Puis je te dirais que pour le restaurant, je te dirais que c'est un beau lieu de socialisation. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont seuls à la maison. Bien, c'est l'heure du petit café. À telle heure, ils se donnent rendez-vous, toute la gang, puis ils viennent prendre un petit café. On les a dans le dépanneur, dans la salle à manger. Une coupe d'heures, puis ça jase de toutes sortes de choses. Le matin, c'est impressionnant. Le matin, les déjeuners. On a ici une gang, on peut en nommer les Rio, on peut en nommer quelques-uns. Et souvent, ils sont fidèles au poste. C'est là le matin, ça placote, ça prend le café, ça déjeune. Puis, après la messe, là, il y a une vingtaine de personnes tout le temps qui viennent déjeuner. C'est toujours plein. Oui, ça fait vraiment de la vie dans le village. Oui, c'est merveilleux de voir. Et parlant de vie, il y a des projets futurs aussi à la coop, des beaux projets qui s'en viennent? D'autres, on n'arrête pas, là. Des projets, on a. Oui, on est chanceux, on a 4 chambres en haut, puis une salle de bain. Tout est là, est fonctionnel, puis on veut faire des chambres à louer. De bed and breakfast, si tu veux, ou des chambres à louer. On a 4. On a commencé le projet. Puis,
on est encore là-dedans. Pour pouvoir habiter tout l'édifice, dans le fond, parce que là, présentement, le restaurant dépanneur utilise seulement le rez-de-chaussée, puis les 4 chambres sont au 2e étage. Ouais. Vous avez eu l'aide de la population, on parlait des bénévoles aussi qui sont très nombreux, mais il y a aussi des gens qui ont fait des dons, qui sont partenaires aussi dans le projet de la coop Saint-Eues. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Qui sont-ils? Y en a-t-il trop pour tous les nommer, peut-être? Bon, il y en a pas mal, mais on peut nommer quelques-uns des gros commanditaires. On a fait un souper bénéfice l'an passé. Ça a marché super, c'était incroyable. Le monde a adoré. Puis, ça, c'est à cause de nos commanditaires aussi. On a eu des gros commanditaires. De Saint-Eugène, ici, on a des gros. On a Ferme Unique, on a Normand Vachon, on a Mondou et Robert. Mondou et Robert, Aston Rénovation. On a du monde de Saint-Eues qui sont des entreprises. On a Ferme Valjac, on a... La municipalité aussi nous municipalité, aide avec ouais, les prêts d'équipement, tout ça. Beaucoup qui nous aident aussi. Puis, d'accord. Ils nous entraident au travail du souper bénéfice à l'année, je te dirais. Fait que c'est ça qui est merveilleux aussi. Puis le souper bénéfice, on en fait un tous les ans. Puis on a refusé du monde l'année passée parce que la salle était pleine. C'est ça. Merveilleux. Puis là, mais ça appelait, hey, on réserve, puis on réserve. Fait que on s'enligne encore là-dessus parce que c'est le fun. Le monde aime ça. Puis c'est une belle activité, je pense. Puis, ils savent que c'est pour aider, puis c'est pour une bonne cause, je sais, là. Fait que c'est merveilleux. Au Témiscamingue, là, on est chanceux pour ça, au Témiscamingue, parce que le monde, là, ça se connaît, puis quand tu demandes de l'aide, là, mais ils sont là. Fait que j'aimerais les remercier beaucoup, ces commanditaires-là encore, puis on est très, très contents. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dénommé, quel est votre coup de cœur, votre lieu coup de cœur à Saint-Eugène-de-Guigue? Bien, c'est sans aucun doute le parc du Centenaire. Et pour quelle raison? Pour toutes ces raisons. Le gazebo, le monument en forme de cœur, le parc d'attractions pour les enfants à côté, puis toutes les pierres avec le nom des citoyens d'aujourd'hui et d'avant de Saint-Eugène-de-Guigue gravés dans le plancher. Donc ici, on appelle ça le parc du Centenaire. Pourquoi ça s'appelle le parc du Centenaire? Parce qu'il a été fondé à l'occasion du centenaire en 2011, puis il est tout bien aménagé. Vous nous avez parlé des plaques par terre que l'on voit avec des noms. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que ça représente? C'est une idée qui est venue du comité du centenaire pour avoir un souvenir des personnes qui résidaient à Saint-Eugène, puis ceux qui sont encore à Saint-Eugène. On avait le choix d'acheter une pierre et de faire graver les noms des personnes. Fait que la plupart des citoyens de Saint-Eugène ont adhéré, sont acheté une pierre, fait que leur nom se retrouve dans la belle mosaïque de Pavuni. Est-ce que c'est encore possible d'avoir son nom ici pour les nouveaux arrivants, par exemple, ou pour des gens qui seraient intéressés? J'espère qu'on va pouvoir le refaire, mais ça va peut-être aller au 125e. Qu'est-ce que ça représente, selon vous, le parc du Centenaire pour les habitants de Saint-Eugène? Bien, je pense que c'est un lieu de rassemblement en premier lieu. Puis en deuxième lieu, ça rappelle des souvenirs aux anciens qui sont plus de ce monde, puis aux nouveaux qui viennent le visiter. Là. Puis en plus, quand tu viens le visiter, les parents peuvent s'asseoir dans le gazebo à l'ombre pour regarder leurs enfants jouer dans le parc pour enfants. Là. Monsieur Dénommé, parlez-moi un peu des événements qui se déroulent ici à Saint-Eues. Bien, à Saint-Eugène, on a un gros événement qui regroupe 2 événements en soi, soit la super fête et le tournoi de balle familial qui se déroule tout le temps le week-end de la fête des pères. Ça a commencé avec des courses de boîtes à savon pour... ils faisaient ça à Saint-Jean-Baptiste avant, des courses de boîtes à savon. OK. Puis il y a 6-7 ans, le groupe Image, ils nous ont approchés pour voir si on ne pouvait pas mettre ça en même temps que le tournoi de balle familial. Parce qu'à Saint-Eugène, depuis plus de 30 ans, il y a tout le temps un tournoi de balle familial qui est organisé. Fait qu'on s'est joint à eux avec le groupe Image. Donc, ce grand week-end-là, le samedi, tu as le tournoi de balle familial et le dimanche, on embarque avec notre super fête
super fête, fait qu'on fait ça le dimanche de la fête des pères. OK. Puis avec le groupe Image, ça a grossi, on n'a plus juste des courses de boîtes de savon, on fait la location de jeux gonflables. Puis en plus, on met une toile dans la côte de l'école, puis les enfants glissent dessus. Fait que c'est des activités familiales toute la journée. Puis là, j'essaie de penser, mais où est-ce qu'on fait ça, les courses de boîtes à savon? Entre le bureau municipal et la patinoire, il y a une rue, puis on fait les courses dans cette rue-là. Et en plus, on a, on dirait un stand de départ OK. qui est surélevé, fait que les boîtes à savon, ils descendent plus vite. Ça descend. Oui, ils descendent tellement vite que des fois, il y en a qui virent en envers en bas. Oh boy! Donc, vous avez la collaboration du groupe Image pour cet événement-là. De quelle manière la municipalité, elle, collabore à l'événement de la Superfête? Bien, elle commandite par le prêt d'équipement et un petit budget monétaire. Et selon vous, comment est-ce que cet événement-là contribue à la vitalité de Sainte-Eugène-de-Guy? Tout le monde, tu parles aux enfants, ils ont tout hâte au cours de bâtiment. Même l'école, elle a embarqué avec un projet spécial il y a 2 ans. Ils confectionnent eux autres mêmes des boîtes à savon, puis ils viennent ensuite faire les courses. Donc, c'est vraiment un rassemblement familial en même temps pour Sainte-Eugène. Oui, exactement. Pourquoi les gens devraient venir assister à cet événement-là qui est la Superfête? Bien, pour venir voir le plus beau village du Témiscamingue. Puis pour venir socialiser avec les autres. Là, ça fait une belle sortie, surtout qu'il fait toujours beau à la Fête des Pères. Est-ce qu'au niveau du tournoi de balle, est-ce que vous savez le nombre de familles qui participent ou le nombre d'équipes, par exemple? Est-ce que vous avez quelques statistiques là-dessus? Ouais, d'après moi, ils en prennent une dizaine. Puis d'année en année, il y a des familles que ça fait 30 ans qu'ils viennent, comme les Robert, puis les Bergerons, puis ça fait comme 10 ans qu'ils viennent jouer. Puis là, d'année en année, je me souviens bien, l'année passée, ils ont fait une nouvelle clause que les entreprises pouvaient venir. Fait qu'il y avait, je sais que Parmalat était là, puis je sais que c'est Ribéane, Rayonier sont venus une couple d'années. Donc, ça fait un petit peu de compétition dans le Témiscamingue pour cette Oui, parce fête-là. que c'est familial, ça prend 5 filles puis 5 hommes par équipe. OK. Puis c'est très beau à voir. J'invite les gens qui n'ont jamais vu ça de venir faire leur tour. Donc, c'est un rendez-vous le week-end de la Fête des Pères Ouais. à chaque année. Oui. Quels sont les grands enjeux pour la municipalité de Sainte-Eugène? Je pense que les grands enjeux pour la municipalité de Sainte-Eugène, c'est les enjeux de quasiment toutes les municipalités du Témiscamingue, là, c'est d'empêcher l'exode puis de trouver des moyens de retenir le monde, surtout les jeunes dans nos villages, puis attirer, être attractif pour les gens d'en dehors venir s'établir dans nos villages. Puis à Sainte-Eugène, j'appellerais ça un léger problème, là. On n'a pas de logement, mais il y a des projets en cours qui vont amener des logements. Puis deuxièmement, un des grands enjeux à Sainte-Eugène, j'espère, c'est la survie de notre coop. Vu que c'est l'âme du village, ça, j'aimerais ça que ça survive. Fait que, Qu'est-ce que la municipalité peut faire justement pour que ça continue dans le temps? ben, ils sont déjà venus nous voir pour qu'on les aide, on les a aidés. Fait que j'espère que ça va continuer. Et si on revenait justement à l'exode des jeunes pour retenir la population, qu'est-ce que vous leur diriez, entre autres aux jeunes, pour qu'ils reviennent ici, soit après leurs études, ou pour qu'ils reviennent à Sainte-Eugène? Ben, des fois, une image vaut 1000 mots. Vous avez bien raison. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens de l'extérieur pour qu'ils viennent s'installer ici, mis à part cette superbe image que vous venez de nous démontrer? Comme j'ai dit au début, Sainte-Eugène, c'est le plus beau village du Témiscamingue. Fait que j'invite tous les nouveaux arrivants à venir s'installer à Sainte-Eugène. Est-ce qu'il y en a beaucoup des nouveaux arrivants qui viennent s'installer à Sainte-Eugène? Bien, chaque année, on a tout le temps, parce qu'il y a toujours des maisons à vendre, parce qu'il y en a qui trouvent des emplois ailleurs, ou bien donc, malheureusement, notre population qui vieillit, ils s'en aillent en centre ou dans le cimetière, malheureusement. Fait que, il y a toujours un roulement un petit peu à Sainte-Eugène. Il y a tout le temps 2-3 maisons à vendre. Et comment vous les accueillez, ces nouveaux arrivants? Il y a un comité de nouveaux arrivants qui vont les rencontrer, puis leur emmènent des cadeaux, puis ils répondent à leurs questions. Donc, ils sont les bienvenus à Sainte-Eugène. Que oui, ils sont les bienvenus à Sainte-Eugène. Est-ce que la municipalité de Sainte-Eugène a des projets pour les années à venir?
Oui, on a un gros projet qui va se réaliser l'année prochaine, l'asphaltage de tout le lac Cameron. Ça, c'est un gros projet de 1,1 million à peu près. Wow! Fait que ça, c'est un des gros projets. Puis j'aimerais bien dans le futur, peut-être pas dans ce mandat ici, peut-être dans l'autre, j'aimerais bien faire des jeux d'eau au village. Et comment ces projets-là vont demander votre implication? Bien, parce que c'est tous nous autres qu'il va falloir qu'ils montent. Avec l'aide de notre adjoint administratif. Là. Les jeux d'eau, je l'ai déjà mis dessus là, pour qu'ils checkent comment ça pourrait coûter. Là, mais d'après moi, avec le projet de l'asphaltage, on va remettre ça. Si je suis réélu au prochain mandat, là, j'aimerais bien le faire au prochain mandat. Est-ce que vous avez un souhait, votre plus grand souhait pour votre municipalité? Le plus grand souhait, c'est que la coop survive à vie puis que le village serait prospère comme qu'on est présentement. Et l'avenir de votre municipalité, vous le voyez comment? En parfaite santé comme qu'elle est là présentement. Monsieur Dénommé, merci beaucoup pour cette belle journée qu'on vient de passer avec vous à Sainte-Eugène-de-Guigue. Puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. C'est moi qui vous remercie.